Bonjour à tous, ce lundi 18 décembre, c'était la journée internationale des migrants, l'occasion pour RTI Info de revenir sur ce sujet. Quelles sont les raisons de ces départs et les conditions de vie à l'arrivée, mais surtout les difficultés et réalités rencontrées pendant le parcours. Et pour en parler, je suis accompagnée de John Dal Carter, un des jeunes qui a donc permis de découvrir la situation d'esclavage des migrants en Libye. John Dal Carter, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Fatim, c'est un plaisir. Alors vous avez 26 ans, vous êtes camerounais. Exact. Et vous faites partie justement de ces jeunes, je le disais à l'instant, qui ont envoyé cette vidéo de migrants exposant la situation d'esclavage qu'ils subissent. Exactement. Alors j'ai envie de vous demander, et avant de s'intéresser à cette vidéo, j'ai envie de vous demander déjà pour quelles raisons vous avez vous-même personnellement quitté le Cameroun. Je suis parti du Cameroun tout simplement parce que, voilà, par le biais d'un ami, on m'a fait comprendre que c'était plus facile de s'insérer professionnellement et académiquement parlant aussi. Donc voilà, je suis parti et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi j'ai quitté mon pays en fait. Pour des études, vous étiez étudiant au Cameroun, voilà. Et vous avez décidé d'aller à l'étranger, dans le Maghreb. Exactement, j'étais étudiant, en même temps je travaillais aussi. Hein. Mais bon voilà, je suis parti au Maghreb, question de poursuivre un tout petit peu les études et m'insérer aussi sur le plan professionnel. Alors, comment avez-vous été accueilli justement en Tunisie? Ça a été d'abord le premier pays exactement, où vous êtes réfugié. Quelles étaient la situation sur place? J'ai été accueilli par des Ivoiriens, déjà il faut le dire ainsi, parce que voilà, c'est un pays peuplé majoritairement d'Ivoiriens, de Subsahariens en fait. Les Subsahariens sont représentés beaucoup plus par les Ivoiriens, donc j'ai été accueilli par des Ivoiriens et tout de suite j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas en tout cas, parce que les conditions de vie ne sont pas, on va dire, meilleures. Elles sont très compliquées, surtout quand vous êtes noir. C'est difficile pour vous de vous insérer là-bas. Donc voilà. Donc, vous avez trouvé une situation de racisme? Voilà, c'est un racisme qui bat son plein, comme dans tous les pays du Maghreb d'ailleurs. Donc en Tunisie, c'est pareil. Hein. Voilà. Et voilà, les Ivoiriens sont ceux qui sont beaucoup plus touchés. C'est pourquoi j'ai décidé de faire des sensibilisations de proximité. Question pour moi d'en parler des conditions de vie de nos confrères de ce côté-là. Alors comment êtes-vous passé de la Tunisie à la Libye? Et tout simplement parce que la Tunisie elle est frontalière à la Libye et c'est le point de sortie fondamental des subsahariens. Vous savez, en Tunisie déjà il y a un accord, si je peux le dire ainsi, qui stipule qu'après 3 mois, vous ne pouvez pas, on va dire, vous avez 3 mois pour pouvoir être à jour. Passé les 3 mois, bien voilà, vous êtes soumis à des pénalités. À jour quoi, dans les papiers? Dans les papiers en fait. Voilà, et après ces 3 mois, vous êtes soumis à des pénalités. Donc la Libye, vous payez les pénalités, 80 dinars par mois, à peu près 20 000. Donc ce qui fait que la Libye apparaît donc comme le pays de sortie de tous les subsahariens pour éviter de payer les pénalités à la fin de ce jour en Tunisie. Voilà. D'accord, donc vous êtes parti en Libye. Alors, les images ont été prises en août 2017, mais diffusées par CNN en novembre dernier. On y voit des migrants subsahariens vendus pour 800 $ comme esclaves en Libye. Que ressentiez-vous déjà lorsque vous avez assisté à cette scène? Parce que vous avez filmé ces scènes-là. Voilà, j'en ai filmé beaucoup d'autres d'ailleurs. Et voilà, à l'instant, en tant qu'Africain, quand vous voyez ça, excusez-moi d'abord du terme africain, j'utilise africain parce que bon voilà, il y a certains maghrébins qui ne se reconnaissent pas comme étant des Africains. Alors quand vous êtes noir et vous êtes face à une situation pareille, vous êtes impuissant. Vous avez comme l'impression que le monde tourne en l'envers. Parce qu'au XXIe siècle aujourd'hui, il est inadmissible qu'un noir se fasse tabasser, qu'un noir se fasse vendre par un humain comme lui, tout simplement parce qu'on veut gagner de l'argent. Face à cette situation, ben voilà, vous souffrez et ben voilà. Vous dites qu'il est inadmissible que les Noirs subissent l'esclavage, mais j'ai envie de vous dire que n'importe quel être humain, quelle que soit son origine... Voilà, en fait, on ne devrait pas vendre un être humain. L'être humain n'est pas à vendre. Peu importe son origine, peu importe sa couleur, sa race, l'être humain n'est pas à vendre. C'est pourquoi voilà, j'ai décidé de m'ériger en loup solitaire pour pouvoir défendre les causes des Noirs. Vous avez envoyé cette vidéo, je le disais, à CNN, à la chaîne française BFM TV qui n'a pas réagi, comme d'autres chaînes internationales occidentales. Alors, mais pourquoi vous êtes adressé seulement aux Occidentaux et pas aux médias africains, sachant que ça concerne les Africains, vous l'avez dit vous-même? Et pourquoi donc avez-vous
pris cette initiative de ne pas contacter la presse africaine? Mais tout de même, je me suis dit, le problème, il est connu. Vous voyez un peu, il est connu. Les médias, certains médias africains en ont parlé par le passé. Donc du coup, je me suis dit, à ce niveau, puisque le problème est connu des Africains et qu'il n'y a toujours pas une réaction, peut-être que bien voilà, en faisant intervenir l'Occident dans cette histoire, on pourrait arriver à quelque chose, vu que ce n'était pas les premières vidéos. Il y a eu des tonnes de vidéos qui ont été produites de ce côté-là, qui relataient exactement la condition de nos confrères du côté de Maghreb. Donc, en fait, meuler l'Occident, c'est interpeller le monde entier, en fait, la situation que traversent les confrères du côté de la Libye. Et la vidéo a fait le tour du monde, hein, voilà. Ça on peut le dire, faisant prendre conscience à chacun finalement de la situation et même des chefs d'État, ce qui peut paraître quand même étonnant, hein. Avait l'air, ces chefs d'État, de découvrir la situation. Êtes-vous satisfait des réactions, de l'engouement qu'ont suscité toutes ces vidéos dénonçant la situation en Libye notamment? Déjà, il est vrai qu'il y a certaines personnalités qui ont réagi, n'étant pourtant pas étrangères à la situation. Mais bon, aujourd'hui, être satisfait, je dirais non. Je serais plus satisfait si on réussissait à stopper ce phénomène-là et à éradiquer totalement ce qui se passe dans le Maghreb. Mais aujourd'hui déjà, c'est vrai qu'il y a une petite fierté, tout simplement parce que le problème est su de tout le monde. Mais je serais, on va dire, très heureux si aujourd'hui on réussissait à me dire, bien voilà, on ne vend plus les Noirs et les Noirs ne partent plus dans le Maghreb. Et bien voilà, je serais le plus heureux de la planète Terre en fait. Alors justement, j'allais vous demander, qu'attendez-vous de la part des autorités africaines et occidentales qui, franchement, dans la foulée, ont mis ce sujet au cœur de leurs préoccupations, notamment lors du fameux sommet UE-UA qui s'est tenu les 29 et 30 novembre dernier à Abidjan? Alors aujourd'hui, moi je dirais à tous les chefs d'État de se mettre en synergie d'abord. Vous savez, j'ai pu apercevoir quelques-uns qui ont fait des évacuations en Libye de leurs ressortissants. Et moi je dirais, si on se met en synergie, on pourrait arriver à un résultat, on va dire, efficient. Mais aujourd'hui, la situation, elle est complexe. Elle est complexe et les chefs d'État devraient aujourd'hui faire en sorte que les jeunes puissent rester chez eux. Vous voyez? Donc on doit accompagner les jeunes à se sentir à l'aise chez eux. Parce que aujourd'hui, je crains qu'on réussisse à résoudre le problème de la Libye et que paradoxalement, on crée un autre chemin, toujours dans l'espoir de rallier l'Europe. Alors ce serait peine perdue. Donc je pense que tout le monde doit se mettre pour qu'ensemble nous arrivions à un résultat, on va dire, efficace. A contrario, on a par exemple, on va dire, le gouvernement, je mets beaucoup de guillemets, officiel, reconnu de Tripoli, qui s'est exprimé sur cette situation et avait l'air désolé, hein, puisque ils annoncent que cette mauvaise publicité pour leur pays ne peut pas les aider à se reconstruire et certains parlent même de complot anti-libyen. Que leur répondez-vous? Moi je dirais simplement, vous savez, on va éviter de créer des conflits diplomatiques entre les États, mais la réalité est là. C'est en Libye que ça se passe. Et aujourd'hui, je demanderais, le gouvernement libyen qui est d'abord là aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'a pas assez de moyens pour pouvoir combattre les rebelles qui ont envahi, on va dire, la quasi-totalité du territoire libyen. Mais je dirais au gouvernement libyen d'essayer de travailler en étroite collaboration avec les autres États africains. Question de résoudre ce problème définitivement. D'accord. Alors, vous êtes parti dans d'autres pays que la Libye, on a dit Tunisie, Algérie même, Maroc, à des frontières. Quelle était rapidement la situation un peu dans ces différents pays? C'est vrai que dans le nord du Maroc, dans la forêt de Gorogo, c'est pareil, parce que c'est, on va dire, à Melilla, c'est la frontière avec l'Espagne. Donc vous avez également là-bas une forte communauté noire qui attend le bon moment pour pouvoir partir. À Tamraset en Algérie, c'est la même chose. Vous avez des ghettos comme Gadalouet où vous avez énormément de Noirs qui attendent effectivement aussi qui est le moyen pour pouvoir se rendre en Libye, question de continuer en Europe. Donc la situation, elle est tendue dans tous les pays du Maghreb. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de se focaliser uniquement sur la Libye. C'est pourquoi je disais qu'il fallait qu'on essaie d'avoir les yeux rivés sur tout le Maghreb, parce que ce sont des pays frontaliers à l'Occident. Donc c'est aujourd'hui des pays prisés par nos compatriotes en fait. D'accord, allez. Quel message maintenant souhaitez-vous transmettre aux jeunes ou moins jeunes candidats à l'immigration
Alors aujourd'hui, vu ce qui se passe, je dirais à tous les jeunes qui me suivent, on peut rester chez soi et réussir. Prendre la route du Maghreb dans l'espoir de pouvoir rallier l'Europe, c'est un suicide. C'est un suicide. Et je sais que quand ils partent, c'est dans l'espoir de s'en sortir. Mais à quoi servirait le bonheur si en coup de chemin on a laissé une partie de sa vie? La vie, elle est précieuse plus que tout. Ils doivent penser, ils doivent se dire que leur vie est plus importante que tout. Donc, on peut rester chez soi et s'en sortir. Et je finis en disant, vaut mieux être le patron d'un sou chez soi que d'être esclave de deux sous chez l'autre. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Je vais en profiter aussi pour citer Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui a donc affirmé que les migrations existent depuis toujours et elles continueront à exister à cause des changements climatiques, de l'évolution démographique, de l'instabilité, des inégalités croissantes, des marchés du travail et de la volonté de mener une vie meilleure. Allez, à ciao, tantôt. Au revoir.